hier lundi au district d'Abidjan Plateau pour célébrer la journée internationale des personnes handicapées. Les handicapés de Côte d'Ivoire ont profité de cette journée pour remercier le gouvernement ivoirien pour ce qu'il a fait et l'inviter à faire mieux en recrutant annuellement des personnes handicapées et leur accorder plus de place à la fonction publique. Nous souhaitons que les politiques nationales, surtout la politique ivoirienne en faveur des personnes handicapées, soient beaucoup plus en vue, beaucoup plus que la volonté politique y soit davantage. C'est vrai, beaucoup a été fait à ce jour, mais beaucoup reste encore à faire. Nous souhaitons encourager les autorités politiques et administratives à faire davantage pour un monde beaucoup plus inclusif et surtout plus équitable pour les personnes handicapées. Je voudrais vraiment vous remercier pour l'opportunité que nous nous offrons. Merci à vous. Après avoir fait le tour d'horizon des différents maux qui minent le quotidien des personnes handicapées et encourager leurs camarades, certains responsables ont appelé à l'union pour mieux porter leur voix. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous oubliera. Mais nous, on ne frappe pas suffisamment de nos jours. On ne cherche pas suffisamment de nos jours. C'est ça qui est le problème. Parce que quand tu es leader, tu dois te faire respecter. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui court après 1 million de subventions, qui fait des petits calculs, comme vous nous avez trop le faire, et vous êtes la honte de notre mouvement. Notons que pour cette année, le thème retenu met l'accent sur l'autonomisation des personnes handicapées pour un développement inclusif, équitable et durable dans le cadre du développement durable. Le 4 décembre 1977 marque le couronnement de Jean Bédel Bokassa comme empereur de la Centrafrique. Arrivé au pouvoir le 31 décembre 1965 avec l'aide de la France, il renverse son cousin David Dacko, payant ainsi son rapprochement avec la Chine et la Russie. Passant de colonel à général en 1966, puis maréchal et président à vie en 1972, il règne de façon autoritaire sur la RCA. Accusé par son allié d'hier d'avoir ruiné et appauvri son pays, il est indéniable que Bokassa est loin de l'image que l'on veut lui coller. En effet, après avoir pérennisé les relations entre la RCA et ses partenaires de l'Est, notamment la Chine et la Russie, il se rapproche de la Libye de Kadhafi. Des partenariats qui ont sûrement contribué au bitumage des grandes avenues de Bangui, à la construction de l'unique université publique du pays, du stade omnisport, du marché central et aussi de nombreux bâtiments administratifs de la capitale. À la suite de ces différentes relations, Jean Bédel Bokassa est accusé de corruption, de détournement, de cannibalisme et de meurtre par la France, qui le lâche et le déboute du pouvoir en septembre 1972 avec l'opération Barracuda, alors même qu'il est en visite en Libye. Il est remplacé par celui-là même qu'il avait renversé quelques années plus tôt. L'empereur déchu entre dans un exil qui le conduira d'abord en Côte d'Ivoire, ensuite en France. Ce n'est qu'en octobre 86 qu'il reviendra en Centrafrique où il sera emprisonné pendant 7 ans, avant d'être amnistié en 1993 par le président André Kolingba. Né en 1921 à Bobangui dans l'ancien Ubangui Chari, Bokassa s'engage dans l'armée française libre en 1944 et participe au débarquement de Normandie par la suite et aux guerres d'Indochine et d'Algérie. Des formations à l'école militaire de Saint-Louis et de Chalon-sur-Marne en 1950 font de lui un sous-lieutenant de l'armée française, ce qui a fortement contribué à la rigueur et à la fermeté qu'on lui connaissait. L'homme qui avait calqué son couronnement sur celui de Napoléon Ier meurt d'une crise cardiaque en 1996 à 75 ans à Bangui et est inhumé dans son ancien palais de Berengo. Ce n'est qu'en 2010, à l'occasion de la fête nationale et du cinquantenaire de la RCA, qu'il est réhabilité dans tous ses droits par le président François Bozizé. Les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo seront observées par l'Union africaine ou encore la SADC constituée d'États membres à la RDC. Cette idée est de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba, en tant que citoyenne congolaise. L'option du président Joseph Kabila de laisser le financement extérieur en appui lors des élections le 23 décembre à venir à la RDC est nécessaire et important.
Muyumba. Muyumba parle que la RDC n'est ni une association ni une ONG. Il faudra donc que d'autres pays qui veulent s'ingérer dans la souveraineté de la RDC apprennent à respecter le Congo. La RDC, c'est un pays souverain. Je pense qu'on a acquis notre indépendance depuis 1960 et nous sommes assez majeurs de pouvoir financer nos élections et c'est ce qui prouve également la souveraineté, l'intégrité de tout un État. Nous ne pouvons pas continuer à compter sur l'extérieur pour que nous puissions faire les choses chez nous ici en RDC. C'est pour cela que les gens se moquent de nous, c'est pour cela que nous voyons n'importe qui lever ses doigts pour pointer sur la RDC au moment qu'ils n'ont même pas ses droits au niveau international. Donc c'est avec cet esprit patriotique que nous sommes en train de défendre notre souveraineté pour protéger les acquis de l'indépendance. La RDC n'est plus une colonie et nous ne pouvons pas accepter à ce que les choses soient faites conformément à ce que l'extérieur veut, sans pour autant aussi canaliser ou essayer de mettre en avant les intérêts avant toute chose des Congolais. Ces élections sont faites pour les Congolais. Ces élections ne sont pas les élections de la communauté internationale. Ce n'est pas pour élire le membre de la communauté internationale. C'est pour élire les dirigeants de la RDC. Francine Muyumba a appelé à cette occasion la jeunesse congolaise d'être vigilante en fait de ne pas tomber dans les manipulations politiciennes en cette période électorale. Le numéro 1 de la jeunesse en Afrique estime qu'il est temps que la jeunesse congolaise œuvre pour un processus électoral apaisé. Je dois être vigilant. Ce n'est plus question de voter parce qu'on m'a donné un polo. Ce n'est plus question de voter parce qu'on m'a donné un pagne. Ce n'est plus question de voter parce qu'on m'a donné 2 verres de sucre et qu'on sort. Il faut voter utile et il faut que le travail qui est concret puisse se poursuivre dans notre pays et que nous puissions aussi ne pas laisser le pays dans les mains de n'importe qui. Alors moi je pense que les vrais leaders qui doivent diriger ces pays doivent être ceux qui aiment le pays. Et ça c'est très important. Vous ne pouvez pas continuer à aller prendre les injonctions de partout du monde pour penser que vous voulez venir diriger les Congolais. Ça, nous sommes catégoriques et je pense que tant que citoyen, j'ai le droit de le dire, que nous avons la responsabilité d'avoir des dirigeants que nous choisissons. Pas les dirigeants qu'on nous impose à l'extérieur avec un agenda qui est déjà bien connu, parce que certes, qu'ils ne viendront pas servir à 100% les intérêts des Congolais. Un message lancé à Goma lors de face-à-face avec les chevaliers de la plume. Message qui arrive pendant que le pays se prépare à des élections le 23 décembre 2018 avec cette période où tous les candidats présidents se sont plongés dans la campagne électorale. La Banque africaine de développement au secours du Cameroun pour soutenir sa compétitivité et la croissance. 150 millions d'euros. C'est le montant du nouveau prêt accordé au pays par le conseil d'administration de l'institution bancaire panafricaine en début de ce mois de décembre. Nous venons avec la deuxième phase de 98,4 milliards de francs CFA pour soutenir les réformes structurelles au Cameroun en coordination avec d'autres partenaires au développement, notamment dans le cadre du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Les documents relatifs à cet accord, le deuxième après le prêt de 180 millions d'euros en décembre 2017 pour la phase 1 du programme d'appui à la compétitivité et à la croissance économique du Cameroun ont été paraphés au cours de cette cérémonie en présence de plusieurs membres du gouvernement camerounais en charge surtout des secteurs bénéficiaires de ce soutien de la BAD. 3 éléments permettent aujourd'hui de dire que nous sommes dans la bonne direction. La première, c'est le taux de croissance qui, à la fin de cette année, est estimé à 3,8% contre 3,5% l'année dernière. La seconde, évidemment, les déficits budgétaires sont en train d'être maintenus, maîtrisés, réduits. La troisième, la maîtrise de l'inflation qui est en deçà de 3%. Et tout ceci dans un contexte où les appuis budgétaires se font en devises, en euros. Et ça permet donc de consolider notre monnaie commune à travers donc l'augmentation de nos niveaux de réserve. Pour le ministre camerounais de l'économie et de l'aménagement du territoire, Lamine Ousmane Mey, il y a lieu de regarder l'avenir avec plus d'espoir avec ce précieux appui d'un grand partenaire du Cameroun qui s'est fixé pas moins de 30 projets
dans son tableau de bord en faveur du Cameroun d'ici quelques années. Actuellement, le portefeuille de la BAD totalise déjà 24 projets en faveur du Cameroun. Dans ce cadre, 24 projets d'une hauteur de plus de 1,56 milliard d'euros en termes d'engagement financier. Et il s'agit là d'un programme régional au sein de la CEMAC et le Cameroun étant la locomotive de la sous-région, il est important que les réformes puissent réussir dans le contexte du Cameroun pour que le programme régional se porte mieux et qu'on ait la stabilité macroéconomique au sein de la région et donc poursuivre les efforts vers la diversification économique en rendant les secteurs plus productifs. Le programme d'appui à la compétitivité et à la croissance économique du Cameroun dans sa phase 2, qui s'étend de novembre 2018 à décembre 2019, vise à poursuivre et approfondir les actions de réforme axées sur l'amélioration du cadre de gestion des finances publiques et le renforcement de la gouvernance et la compétitivité des secteurs productifs tels que le transport, l'énergie et l'agriculture. Il fait le relais avec ce programme dans sa phase 1 pour consolider les résultats déjà obtenus. Tout un ouvrage consacré pour le droit militaire et le droit de la guerre. Il a été présenté puis dédicacé au cours d'une cérémonie le 30 novembre 2018 à Yaoundé. Et c'est le patron de la défense du Cameroun, Joseph Betty Assomo, qui présidait la cérémonie, aux côtés du haut commandement de l'armée camerounaise, mais aussi d'un représentant de la Société internationale des opérations militaires. Il est venu au Cameroun donc pour la présentation de cet ouvrage qui doit servir de livre de chevet à tous ceux qui sont appelés à maintenir l'ordre et à faire la guerre. Pour le patron de la défense du Cameroun, le pays de Paul Biya avait déjà commencé à faire des efforts dans ce sens, lui qui n'a de cesse depuis la formation jusqu'à un très haut niveau, continuer à former ses hommes sur le droit humanitaire, le droit des opérations et le droit de la guerre. Qui vient enrichir le champ de la connaissance en matière de droit international. Cette contribution renforce indubitablement le professionnalisme et le rayonnement international de nos forces de défense et de sécurité. Un ouvrage de plus donc, qui lui a été remis symboliquement par le responsable de la Société internationale, mais aussi aux différents responsables des grandes écoles militaires du Cameroun. Question que la graine du droit humanitaire continue d'être sémée dans ces milieux-là pour que l'homme soit mis au centre de l'intervention militaire. Patrice Talon, le président béninois, s'est prononcé sur la coopération ACP-UE. Il a laissé entendre son opinion sur l'aide au développement dont dépendent de nombreux pays africains. Et c'était ce 3 décembre 2018, lors de la 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE qui se tient jusqu'au 5 décembre à Cotonou. Au menu des débats, le changement climatique et la promotion des PME. Pour Patrice Talon, l'aide au développement a montré ses limites. C'est pourquoi les pays africains doivent voir les choses en face. Ils sont interpellés à reviser la façon de concevoir la coopération, le développement et la solidarité, sans oublier la promotion des PME qui est désormais un facteur important pour le développement du continent. Un développement qui passe par l'outil économique qu'est l'investissement. Le chef de l'État béninois a ensuite insisté sur la remise en cause des accords signés. L'objectif, s'il est resté le même selon lui, appelle à agir, à promouvoir ce qui crée le développement endogène. Les pays de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique se sont réunis au sein de cette entité suite à la Convention de Lomé.
Un accord de coopération commerciale est signé le 28 février 1975 entre ce qui était auparavant la Communauté économique européenne et 46 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. L'accord a été renouvelé et 4 ans plus tard, soit en 1979, portant le nom de Lomé II et regroupant 57 pays. Lomé III est né en 1984 avec cette fois-ci 66 pays. Lomé IV en 1990 avec 70 pays et en 1995, Lomé IV bis voyait le jour, toujours avec le même nombre de nations. Ce n'est donc en 2000 que la Convention de Lomé ait cédé sa place à l'accord de Cotonou. Ne comptant à l'origine que 18 pays, l'ACP en regroupe aujourd'hui et pas moins de 79. Son principal objectif est l'adaptation des pays ACP à l'économie de marché via les circuits commerciaux européens. Une initiative qui, si l'on s'en tient au rendement laborieux de l'économie des pays africains en général, fait pâle figure. Comme vous l'entendez, les Gilets jaunes demandent la démission du chef de l'État de la République française, qu'est Macron. Déployés dans les rues depuis quelque temps déjà pour exprimer leur ras-le-bol, les salariés insuffisamment payés, les victimes du mal de vivre déplorent une injustice gouvernementale. Je trouve que c'est anormal qu'il ne change pas son opinion. Parce qu'il aurait dû changer. Tout le monde est mécontent. Eux, combien qu'ils gagnent? Est-ce qu'ils ont bougé leur salaire? Ils n'ont rien bougé du tout. Nous, on n'a pas les moyens de se mettre de côté, mais les gens les plus riches le font, ils ont le pouvoir de le faire. Et ceux-là, on les laisse tranquilles. Ces interventions font suite aux propos tenus par le président Emmanuel Macron au sorti du sommet du G20 où il dit « Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence. » Des propos qui n'arrivent pas à apaiser les manifestants. Selon Abel Boyi, président de l'association Force républicaine, l'un des problèmes se situe au niveau de la communication gouvernementale. Une absence de dialogue qui favorise la multiplication des gilets jaunes, entraînant ainsi un chaos qui a du mal à être contrôlé. Et la goutte d'eau qui a débordé le vase est la récente hausse du prix des carburants. Au regard de la situation économique et politique du pays d'Emmanuel Macron, on pourrait croire, selon certains observateurs, que la gestion du pays contribue à asphyxier la population. D'où leur cri de désolation et leur désir de se faire entendre par Emmanuel Macron pour essayer d'échanger la situation.